il est possible, voilà. Parce que l'ordre mondial est changeant. Nous avons vu que l'exemple a été donné au Burkina Faso, au Mali, où donc on a pu émettre des oppositions carrément à l'ancien colon. On va dire, même la cellule France-Afrique a été renversée au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, et cela donne... En République centrafricaine. En République centrafricaine, au Rwanda, cela démontre qu'il y a cette possibilité de s'opposer. Il suffit qu'il y ait une volonté généralisée, que surtout la région du CEDEAO se libère, parce que ce que disait M. Monsari tout à l'heure, n'est pas faux. Hein. La CEDEAO est un outil entre les mains de la France qu'il utilise pour ses propres intérêts. D'abord par le biais du franc CFA, ensuite comme outil politique, alors que la CEDEAO est une organisation typiquement économique et elle n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes des États membres. À partir de là, est-ce que l'Afrique peut jouir, j'allais dire, d'une souveraineté sur les questions africaines? Je crois qu'il est possible, peut-être pas tout de suite, mais si on arrive à faire bloc commun, bloc avec des acteurs émergents assez puissants qui puissent quelque part représenter le veto africain. Aujourd'hui, les Africains ne l'ont pas, mais ils peuvent le chercher, le trouver chez les Russes, ils peuvent le trouver chez les Chinois. Donc, ils sont des partenaires stratégiques et qu'on a vu qu'avec la route de la soie, les Chinois sont en train de développer une relation exceptionnelle avec l'Afrique, d'autant plus que la Chine ne s'ingère pas dans les affaires des autres, et cela pourrait aider les Africains à mieux s'organiser. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر 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 الله أكب
La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Quelque part représenter le veto africain. Aujourd'hui, les Africains ne l'ont pas, mais ils peuvent le chercher, le trouver chez les Russes, ils peuvent le trouver chez les Chinois. Donc, ils sont des partenaires stratégiques et qu'on a vu qu'avec la route de la soie, les Chinois sont en train de développer une relation exceptionnelle avec l'Afrique, d'autant plus que la Chine ne s'ingère pas dans les affaires des autres et cela pourrait aider les Africains à mieux s'organiser, à mieux se scinder en bloc d'opposition. Nous savons que le tiers-monde, autrefois le bloc des 77 par exemple, ce qu'on appelle les pays non alignés, donc on peut revoir ça, mais d'une autre manière, avec une intégration économique, commerciale. Ça a commencé avec la ZLECAf, il y a le projet Négal qui est aussi intéressant, le pont africain que l'Algérie vient de lancer. Une stratégie de coopération interafricaine. Absolument, absolument. Parce que du moment qu'on arrive à avoir une indépendance économique, on peut avoir cette indépendance politique. Ensuite, les Africains ont besoin de stabilité, ça veut dire avec un développement durable et avec une projection pour les générations jeunes et futures qui puissent avoir une vie on va dire décente, ils n'auront pas besoin de fuir leur territoire, bien au contraire, ils seront une force vive et qui permettrait cette expansion, j'allais dire, cette dynamique africaine. Alors, avant d'en venir à la question du désarmement, cette dernière question sur les 32 pays sur 55 de l'Union africaine sont classés parmi les moins développés au monde. Il y a aussi des zones de conflit. Je dirais que le nombre d'habitants, pour revenir sur ce que vous avez dit, dans le continent africain s'élève à 1,33 milliard et devrait atteindre les 2,5 milliards d'ici 2050, ce qui représente aussi sa force. Le niveau de développement humain reste l'un des plus faibles. Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas cette indépendance dans la prise de décision. Il faudrait agir sur la croissance économique notamment pour pouvoir permettre à ces États d'être souverains et de se défaire un petit peu de ces interférences étrangères. Tout à fait, parce qu'il y a une chose qui est aujourd'hui qui est plus cruciale, surtout après ce qui se produit en Ukraine et en plus la pandémie. Donc le retour que l'Afrique puisse se relancer sur le plan économique est important. Pourquoi ? Il y a eu des initiatives quand même par le passé pour justement arriver à relancer les économies de tous les pays africains, qui est l'initiative du NEPAD. Oui, donc ça a été une initiative qui a regroupé sur laquelle on souscrit de nombreux pays. Ça touchait la gouvernance, ça touchait l'économie. Donc il y avait déjà des mécanismes qui avaient été mis en place. Et ce qui est malheureux, c'est que il devait y avoir un accompagnement. L'accompagnement premier initial devait être effectué par l'ONU et par les puissances occidentales, c'est-à-dire qu'il y ait une coopération avec les pays puissants, l'Union africaine, les États-Unis ou la Russie ou la Chine, à condition que ça sera comme le préconise la Chine, c'est win-win. Oui, mais les conflits et les ingérences étrangères ont fait en sorte à ce que ce projet-là n'aboutisse pas. C'est vrai que l'agence NEPAD existe toujours, mais elle s'occupe réellement que des quelques économies de faible rendement. Donc elle propose des solutions, mais sans pour autant aller au-delà de l'ambition initiale qui était de faire de l'Afrique un partenaire unifié avec les grandes puissances. Parce qu'il y a eu, à chaque fois, il y a eu des convoitises et le fait de faire croire qu'il y a un sommet. L'Afrique représentait un territoire ou un globe qui pouvait faire l'objet de coopération avec les puissances.
on voit qu'il y a le sommet, le sommet USA-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique, France-Afrique. On sent toute la tension qu'il y a aussi sur ce continent. Bien sûr, non seulement ça, mais à l'intérieur de l'Afrique, il y a déjà des problèmes qui se posent. On a déjà d'un côté le Commonwealth, donc il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas sortir, il y a des pays qui sont coincés par le Commonwealth. Ils ont des engagements au sein du Commonwealth, d'autres qui ont des engagements au sein de la CEDEAO. Donc il y a déjà une déperdition, il y a une sorte de déperdition et de fraction au sein de l'Union des pays africains. Donc l'intérêt commun, trouver un mécanisme qui fait en sorte à ce que l'Afrique parle d'une même voix sur le plan économique, c'est déjà difficile. Et pour que les Africains intègrent la zone de libre-échange, il faudrait qu'il y ait déjà, le pays soit disponible et disposé, et il a les capacités économiques pour pouvoir intégrer cette zone de libre-échange. Et ça cause un grand problème. Les conflits en cours et les interventions étrangères dans des zones qui sont névralgiques. La région du Sahel, c'est une région qui pourrait éventuellement servir de courroie de passage des marchandises ou pour créer des routes pour aller de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique du Nord. Ça pose un problème. Donc cette région-là, à partir du lac du Tchad ou bien le Soudan jusqu'en Mauritanie, c'est une région dangereuse. Il est impossible de créer des zones de transfert ou de routes qui permettent aux marchandises d'arriver au port d'Afrique du Nord. Donc il y a toujours ces obstacles-là qui ne sont pas encore réglés. L'Afrique a essayé dans certains conflits. Elle ne peut pas tout faire, l'Afrique, bien sûr, toute seule. L'Algérie, par exemple, elle a participé au règlement du problème du Mali. La guerre en Érythrée et l'Éthiopie, on a essayé aujourd'hui au Congo. Mais on ne peut pas agir seul aujourd'hui. Il faut agir non, parce ensemble. Que les conflits sont alimentés, sont alimentés par les puissances, on le sait. Le nombre d'armes qui circulent en Afrique sont hallucinants. Ce qui se produit en Libye, ça n'a pas été un problème africain. Vous me tendez la perche pour arriver à cette question de désarmement. Un problème occidental. Et c'est au Sahel que la question du désarmement se pose le plus. C'est là où il y a le plus de prolifération et de circulation d'armes, exacerbée par la situation en Libye notamment. La question s'est déjà posée il y a plusieurs années pour ce désarmement. La question se pose est cruciale si on veut suivre l'agenda 2063 aujourd'hui, celui de construire une Afrique prospère. Oui, d'abord, j'aime bien l'expression l'Afrique ne peut rien faire tout seul, mais elle doit faire quelque chose toute seule. Elle est mais dans avec toutes les interférences et mais elle est dans l'obligation. Vous savez, quand il y a deux choses. Ça doit commencer à l'interne. Il y a deux choses qui font le miracle. Donc, c'est l'amour et la volonté. Et quand on a la volonté de vouloir construire quelque chose, à cœur vaillant, point d'obstacle, point de retour. Et à partir de là, je crois que c'est vrai que la question, elle est là. Elle a été créée de toutes pièces pour plier les richesses pour de servir l'Afrique. les intérêts d'autrui. Nous parlions d'une population qui avoisine les 1,4 milliard. 1,4 milliard, oui. Voilà, 1,4 milliard d'habitants. Et vous savez qu'elle est à plus de 70% jeune. Ça, c'est important. L'avenir appartient à l'Afrique. Ah oui. Et les 2 milliards d'ici 2030, je pense 40, c'est l'Afrique. En plus, qui va nourrir le continent le plus riche du monde, c'est l'Afrique. Oui. Et la ressource humaine, elle est là. La ressource énergétique, elle est là, qu'elle soit fossile ou renouvelable. Les terres rares, elles sont en Afrique. Et les grandes concentrations humaines qui peuvent jouer un rôle, elles sont en Afrique. Vous avez le Nigeria, vous avez le Congo, qui a plus de 200 millions d'habitants. Vous avez l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Corne d'Afrique. Le Nigeria. La cité Nigeria. L'Algérie. Tout cela, donc, ce sont les points cardinaux de l'Afrique qui peuvent jouer un rôle important dans la libération de la condition africaine. Je crois que les nouvelles alliances de l'Afrique, on vient de le dire, avec la Chine, avec le Japon, avec la Russie, ce sont des alternatives par rapport aux puissances coloniales. La France est en déperdition. Les Américains essayent maintenant, vous savez, dans les relations internationales, la gestion des régions se fait ou par superposition de puissances, donc par sous-traitance de force,
ou par groupe d'intérêt économique. L'Union européenne est un groupe qui essaye de se faire une place dans ce monde, et nous avons vu que la crise de l'Ukraine, comment elle a pu mettre en difficulté cette union. L'Union africaine, par contre, elle a, je crois, beaucoup de similitudes et beaucoup de points communs. C'est que c'est un monde qui a pendant longtemps sévit sous le colonialisme, sous le racisme, donc, et a besoin, se retrouve. Donc les Africains se retrouvent entre eux-mêmes dans une même guerre, dans une même révolution. Et c'est cette révolution que nous avons vue avec la montée de l'esprit panafricaniste, et que cet esprit de panafricanisme a nourri les forces vives dans les pays africains. Et nous avons vu comment, par exemple, le Mali, comment... Non, Sankara, surtout Sankara. Ce qu'a fait Sankara. Sankara aussi, donc on peut citer beaucoup de chefs d'État ont été pratiquement exécutés, j'allais dire, ou tués. Je ne citerai pas le nombre de coups d'État. À chaque fois qu'il y a eu un semblant de révolte. Maintenant, la révolte, elle est généralisée. C'est pourquoi, en créant une force commune, ils peuvent faire face aux forces occidentales, mais surtout c'est parce qu'ils ont de nouvelles alternatives beaucoup plus importantes et beaucoup plus puissantes avec les nouveaux alliés tels que la Chine qui propose donc, non seulement un développement économique et un développement de commerce, mais aussi une assistance militaire, que la vente des armes, qu'elles soient des Russes ou des Chinois pour les Africains, ne l'est pas de la même manière quand c'est vendu par les Occidentaux. Regardez, par exemple, l'alliance entre les Américains et les pays du Golfe, elle est typiquement militaire. C'est parce qu'ils ont créé un ennemi pour les pays du Golfe. Non, mais l'influence américaine en Afrique, attendez, il faudrait revenir à une réalité historique. Donc, les Africains ont été colonisés par la Grande-Bretagne et la France. Donc, la coopération militaire, elle s'est limitée à ça. Sinon, pour ceux qui se sont libérés de la France, se sont tournés vers la Russie. Donc, les États-Unis ne sont pas de véritables... Non, mais les pays du Golfe n'ont pas été colonisés. Non, je parle de l'Afrique. Ils sont pas très présents. Mais écoutez, moi je pense que les Américains ils font donc le containment du globe. Et ils ont les 7 flottes pour contenir le monde, et ils font dans la sous-traitance, dans la superposition de puissance, et ils ont surtout introduit leur force au Moyen-Orient, parce que c'est un point de jonction entre les 3 continents. On va revenir un peu à ce qui se passe en Afrique. Juste chose, parce que c'est important. Oui. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la paire anglo-saxonne, Grande-Bretagne et États-Unis d'Amérique, le rapport de force physique, donc on va dire la force hard, elle a été celle des États-Unis d'Amérique, et que tous les documents secrets, les documents des anciennes colonies britanniques ont été cédés aux Américains pour que les Britanniques se libèrent pour ce qu'on appelle l'économie du savoir. Il faut rappeler une chose qui était réelle. De quelle manière les États-Unis perçoivent l'Afrique ou agissent en Afrique? Ils agissent depuis longtemps sur 2 chapitres, c'est-à-dire le terrorisme. Et le terrorisme, c'est-à-dire dans la région du Sahel, depuis les événements de 2001 ou bien avant. C'est-à-dire quoi? Lorsque les Américains ont bombardé une usine de fabrication de médicaments au Soudan, qui était l'une des plus développées en Afrique, et devait servir justement dans le domaine médical pour les personnes et pour les bétails, c'est-à-dire dans le domaine de l'agriculture. En Libye, non? Non, au Soudan, en 98. Elle a été bombardée par l'administration Bill Clinton, et Bill Clinton, 2 ans plus tard... Pour affaiblir davantage encore. Oui, 2 années plus tard, il se dit, c'est trop
trompé, il n'y avait pas d'armes c'est-à-dire d'armes chimiques, que l'usine fabriquait des armes chimiques. Ça a été toujours un alibi de la sorte. Et puis les États-Unis sont venus dans la région pour dire quoi? Dire que, voilà, attention, il y a le terrorisme, surtout les terroristes qui vont fuir la région du Golfe, enfin de l'Afghanistan, pour venir en Afrique, qui est un no man's land, qui n'est plus sécurisé, qui est libre, donc ils peuvent venir s'installer. Ça constitue un havre de paix pour les terroristes de faire ce qu'ils veulent. Et ils ont eu la preuve avec ce qui s'est produit en 2002-2003 avec l'enlèvement des 32 touristes étrangers. Mais bien avant, les Américains sont venus dans la région, ils ont fait quoi? Ils ont créé 2 initiatives. La première, c'est la PAN-Sahel, c'est-à-dire une initiative de coopération avec les pays du Sahel pour lutter contre la contrebande, pour lutter contre la criminalité, le trafic des armes et la lutte antiterroriste. Ils l'ont fait en 2003, ils reviennent en 2005 avec une nouvelle initiative qui s'appelle Trans-Sahel. C'était la même chose, donc pour pouvoir justement... Et entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé 5 bases militaires au Niger, avec la France 4 militaires. Aujourd'hui, il y a les Allemands qui viennent. Doucement dans ça fait un pays où la présence militaire américaine est vraiment réelle. Donc on vient pour la région, non pas pour régler des problèmes sécuritaires, mais justement pour s'installer et imposer son dictat et sa volonté. La même chose a été faite avec la France. Et la France est venue s'installer avec l'opération Barkhane pour soutenir un régime qui a demandé en 2012, lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État au Mali. Donc la France est intervenue à la demande. Ce qui pose le problème dans les États africains, c'est quoi? C'est qu'il y a des présidents depuis longtemps qui sont inféodés à l'Occident. On a imposé par la force, on a destitué Gbagbo par la force en Côte d'Ivoire. Ça a été un coup d'État. On l'a fait. Ça a été le mécanisme et la procédure avec laquelle la France régit ou règle ses... On ne permet pas aux pays africains de se développer, de se défaire de cette emprise. Lorsque les Africains prennent en charge eux-mêmes, lorsqu'il y a eu la prise de pouvoir au Mali, au Burkina Faso, au Guinée, on parle de quoi? On parle de Wagner. On invente une nouvelle menace. C'est cela, donc, que ce soit dans le débat, les Américains tentent par tous les moyens de faire dire aux Africains, vous devez dénoncer Wagner. Alors que Wagner, en réalité, c'est une société privée, certes, qui appartient à un riche homme d'affaires russe, qui protège quoi? Qui protège ses investissements. D'abord, c'est une société qui est chargée de protéger les institutions, les entreprises. Elle n'est pas là pour faire la guerre, mais elle protège les intérêts de la Russie, enfin des sociétés russes qui activent dans la région du Sahel, que ce soit au Soudan, que ce soit en RCA, que ce soit au Mali ou en Guinée ou probablement en Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'il y a des sociétés on a découvert qu'il y a des gisements d'or. C'est ce qu'on ne dit pas à la presse, qu'on ne dit pas au monde entier, à l'opinion publique. C'est que cette région est riche en minerais, est riche en ressources naturelles, et que c'est ça que voir la Russie venir concrétiser, conclure des contrats d'égal à égal avec ces pays-là, dérange aussi bien la France que les États-Unis. C'est sur ce terrain-là que le jeu se fait. Ce n'est pas pour protéger les régimes ou la démocratie ou la lutte antiterroriste. C'est un alibi. On l'a vu. Si c'était réellement ça, c'est la volonté des États-Unis. Ce qu'ils nous expliquent jusqu'à aujourd'hui, c'est le mensonge qu'il y a eu en Irak lorsqu'ils ont dit qu'il y a des armes de destruction massive. Et on revient des années plus tard pour dire qu'on n'a rien trouvé. Absolument. C'est cette question, c'est cette réalité-là que les Américains... Aujourd'hui, on joue avec quoi? On s'attaque à un pays qui s'appelle la Russie. Sur tous les fronts. On vient en Afrique, on veut le déloger de l'Afrique parce qu'il y a des pays là qui sont en train de contrôler. Ils contrôlent les gisements les plus importants d'Afrique qui sont dans la région subsaharienne. Et en plus, on a récemment découvert un gisement important de cobalt au nord du Mali. Donc c'est une matière qui est très convoitée par les multinationales. Et ne pas l'avoir, c'est-à-dire que les multinationales échappent aux multinationales, c'est dans ce sens-là que les gouvernements agissent pour le compte des multinationales et non pas pour le compte des intérêts des Africains eux-mêmes. Alors justement, pour revenir toujours à cette question de l'emprise, donc des pays étrangers sur l'Afrique, notamment pour la convoitise de leurs ressources naturelles, pour revenir à cette question de désarmement, il y a des dizaines de millions d'armes qui circulent aujourd'hui en Afrique. Une situation, je le disais tout à l'heure, exacerbée par ce qui s'est passé en Libye, la crise libyenne, ça s'est déferlé sur l'Afrique de l'Ouest, et on sait que les armes ne viennent
viennent pas de l'Afrique, qui ne produisent pas autant, donc ça vient aussi de l'étranger. Ces armes se retrouvent au niveau d'une jeunesse, puisque le continent africain est jeune. Comment réussir à sensibiliser aujourd'hui cette jeunesse? La solution n'est pas forcément militaire, il faut agir autrement pour pouvoir espérer arriver à une sérénité, une prospérité au niveau de ces pays. Il faut leur offrir une bonne gouvernance, une démocratie, des emplois, une stabilité. Aujourd'hui, il faut agir sur cette question. Un développement durable. Un développement humain et durable. Durable. Parce qu'au fait, regardez, il y a eu une stratégie de destruction opérée d'une main de maître. On a commencé par créer des zones de tension entre tribus, entre groupes sociétals, et qu'on a nourri justement une haine pour qu'il y ait une implosion de l'intérieur. Et que pour que ça dure justement, pour créer un no man's land, une querelle ne ferait pas les affaires des Occidentaux. Alors il faudrait doter ces groupes d'abord oui. avec des armes. En plus, introduire des groupes radicaux, des groupes terroristes. Voilà, ce qui a mené au groupe terroriste. Vous savez, quand vous avez un malaise social, ça libère les énergies à la base. Oui. Et ces énergies vont prendre la forme de ceux qui vont les libérer, ou bien ceux qui vont leur donner une chance de survie. Donc vous avez les groupes de crime organisés, donc, et puisque ça va leur servir d'avoir de l'argent, de quoi se nourrir et nourrir leur famille. Ensuite, vous avez les groupes extrêmes et les groupes terroristes qui vont eux aussi enrôler ces jeunes-là pour une poignée on va dire, de dollars. Donc, on a créé une zone de tension permanisée et que à chaque fois qu'il le faut, il faut envoyer des armes. Le contrôle des armes se fait, mais malheureusement, qui est-ce qui enfreint le contrôle des armes? Ce sont les pays occidentaux eux-mêmes. Nous avons vu comment que vous voulez pas. Oui, vas-y. Non, je voulais juste ajouter une chose par rapport aux pays qui produisent. C'est-à-dire, si on a la majorité des armes, 89% des armes de poing qui sont citées dans le jour du séminaire, 89% sont fabriquées aux États-Unis, 72% circulent en Afrique. Oui. Et donc 79% circulent en Afrique, c'est énorme comme chiffre. Oui, pourquoi? Et on a des civils, elles sont mortes des civils. Les seigneurs de la guerre. Et vous savez que les États-Unis d'Amérique se nourrissent justement des conflits, parce qu'il y a vente d'armes, mais aussi ils peuvent faire des guerres pour le produit pharmaceutique. Tout à l'heure, M. Moussari, il a parlé de la destruction de l'usine africaine au Soudan. Il y en a eu, à mon avis, aussi la même chose en Libye. Pourquoi? Parce que le domaine du pharmaceutique, comme le domaine du tabac, comme le domaine de l'armement, ce sont des domaines qui rapportent beaucoup pour l'économie américaine. Et par conséquent, donc la création de conflits permet justement la vente des armes. Juste pour continuer sur mon idée, donc il y a ce marché qui est réel. Bien évidemment, donc tous les groupes terroristes recrutent dans la misère. On la voit en Syrie. De la misère sociale. Non, ils recrutent dans la misère, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont désargentés, religieux, désargentés, les jeunes désargentés, les jeunes au chômage, les jeunes désespérés, tous les desperados deviennent terroristes. On l'a vu en Algérie. Donc on a aussi recruté les terroristes ont été recrutés dans les milieux défavorisés, dans les milieux où les gens peuvent dans les milieux illettrés, donc les gens peuvent être facilement manipulables. On a vu en Algérie, mais il y a une réalité aussi qu'il faut, c'est-à-dire que d'un côté, on prétend on fait circuler des armes. On les rend très facilement. Il y a tout un trafic d'armes en Afrique, surtout les petites armes légères, qui sont facilement transportables. Ce n'est pas comme des missiles, c'est pas comme on voit en Ukraine où des États eux-mêmes installent. Enfin, on voit des cargaisons énormes par avion. C'est ça la vérité. C'est la réalité maintenant sur le terrain. Il y a autre chose. Aujourd'hui, il y a
on se plaint du terrorisme, les Européens se plaignent du terrorisme, mais en même temps, ils le nourrissent en payant des rançons. Oui. La France, selon l'ambassadrice américaine au Mali, elle avait, Edelson, quand elle était en poste de 2013 à 2017, elle avait dit quoi? Que la France, sous Sarkozy, a payé 17 millions d'euros de rançon, et que sous Macron, 5 millions ont été payés. Donc il y a une volonté de nourrir ces groupes armés en leur fournissant le financement pour qu'ils puissent acheter ces armes et payer leurs éléments. Et malheureusement, donc pour imaginer, en retour, lorsqu'on négocie une libération d'otages, généralement, on libère des terroristes. La dernière en date en 2020, lorsque la France a libéré une seule ressortissante française pour 200. Au total, il y avait 200. Certains ont été attrapés, arrêtés en Algérie, à Tlemcen. Et c'est là où l'Algérie avait dénoncé cette politique. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous plaindre contre le terrorisme, mais vous êtes en train de le maintenir, et que ça représente un danger pour l'Algérie. D'où la prise d'otage de 2013. L'attaque, ça a été quoi? Ça a été d'abord la prolifération des armes et en disponibilité des groupes armés, l'insécurité en Libye, parce que c'est par la Libye qu'ils sont entrés, et en plus de ça, s'ils avaient réussi leur coup, ils auraient demandé aussi des rançons. Donc le paiement des rançons devient un problème crucial. Donc l'Afrique ne peut pas, les pays africains, surtout subsahariens, ne peuvent pas régler la question de la sécurité lorsque les Occidentaux eux-mêmes sont en train de l'alimenter et de trouver les alibis pour le maintenir, parce que le maintien du terrorisme leur donne l'alibi pour intervenir. Alors en conclusion, finalement, pour cette conférence de haut niveau de paix et de sécurité en Afrique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'attaquer aux facteurs, on le sait, socio-économiques, politiques de ces groupes, et puis renforcer la coopération avec les Nations Unies, la réformer pour pouvoir agir mieux et plus efficacement sur les problématiques africaines. Vous le dites. Vous avez tout dit. En fait, oui, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une bonne organisation, une prise en charge des dossiers africains d'une façon mature, mais surtout, il faut s'imposer. Donc, on n'a rien pour rien. La dépendance plie la main. Mais aussi, quand on arrive à faire face, on peut reprendre de force ce qui a été pris par la force. Est-ce que nous souhaitons un dernier mot, M. Bien évidemment, lorsque la coopération économique, parce que le problème du terrorisme ou de la misère ou du sous-développement, c'est de l'économie. C'est-à-dire que l'Europe refuse de faire face, de prendre ses responsabilités et participer au développement, notamment des régions subsahariennes. On se plaint de l'immigration, mais jamais de la manière dont on doit juguler et réguler cette immigration par la participation au développement avec les pays africains qui, pour l'Europe, ne servent qu'à servir ne sont qu'un réservoir de matières premières et rien d'autre. Il faudrait que les pays africains se soutiennent davantage, peut-être même financièrement. Lorsqu'il y a une convergence de points de vue et qu'il y a le même sentiment nationaliste chez tout le monde. Donc on ne peut pas être d'un côté pro-français et prétendre qu'on est africain. C'est pas possible. Toute la notion du panafricanisme aujourd'hui, c'est ça? Je crois, oui. On disait tout à l'heure, parce que même la vision occidentale, elle est raciste et égoïste. Quand il s'agit de questions qui touchent les Européens, par exemple, de plein fouet, c'est une question mondiale. En plus, il y a des solutions. Abdelkader, je m'excuse. Il y a des solutions. Il y a d'autres pays. On a la Chine, on a la Russie, on a la Turquie qui peuvent servir de partenaires. Essayer de se libérer de ces pays-là, de se libérer, mais ça reste une volonté africaine au gouvernement et aux États, et non pas simplement... Revenir à la vision des pères fondateurs du panafricanisme. Parce que l'Union africaine n'est qu'un rassemblement politique de rencontres, mais la décision, elle est individuelle et étatique. On va laisser terminer son idée, oui. Enfin, oui, je rejoins ce qu'il dit. Au fait, on peut choisir le partenariat. Donc, on peut choisir d'être partenaire avec les Chinois, et c'est très important, le choix des alliés et des ennemis, ils décident du devenir. Voilà, merci. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir éclairé sur cette question de haute importance, en tout cas aussi pour nous, la paix, la sécurité en Afrique. On va passer à un deuxième thème, il s'agira toujours aussi de l'avenir de l'Afrique, puisqu'on parle de la dernière colonie, le Sahara occidental, la 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, le COCO, s'est tenue le week-end dernier à Berlin. Ça a été l'occasion pour les participants
participants de dénoncer le sinistre plan d'autonomie proposé par le Maroc et réitérer que l'indépendance du Sahara occidental passe uniquement par le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. On regarde ce sujet, on revient juste après pour la deuxième thématique de cette soirée. Dans leur déclaration finale, les participants ont appelé l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités par l'intermédiaire de la MINURSO, et ce afin de mener le référendum au Sahara occidental, comme le prévoient les accords de 1991 et 1997. Dans le même contexte, le COCO a également appelé la mission onusienne à garantir le respect des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. Par ailleurs, la conférence a tenu à saluer la résistance du peuple sahraoui dans les territoires occupés du Sahara occidental, tout particulièrement les prisonniers politiques sahraouis, ainsi que la position inébranlable de l'Union africaine à l'égard des principes du droit international, en particulier du droit à l'indépendance du peuple sahraoui, comme il ressort de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a un consensus à l'intérieur du mouvement européen de solidarité avec le peuple sahraoui sur le niveau officiel, parlementaire et la société civile, d'accroître, de redoubler les efforts, de mieux coordonner les travaux et d'être vigilant aussi au plan marocain voulant imposer leur point de vue sur le Sahara occidental. C'est un attachement total à la légalité internationale comme une condition de la solution de ce conflit. C'est un rejet catégorique qui s'est reflété dans la déclaration finale de cette conférence à l'approche marocaine de l'autonomie, étant seulement une approche qui conduit à l'annexion du territoire du Sahara occidental, contrairement à la légalité internationale, à la carte de l'ONU. Il y a un appel aussi au sein de la solidarité européenne vers les solidaires en Afrique, en Amérique latine, pour qu'eux aussi, à leur tour, commencent à mettre en place des structures continentales de solidarité avec le peuple sahraoui. La 46e conférence de l'OCOCO a appelé l'Union européenne dans son ensemble, ainsi que les pays membres, à soutenir sans ambiguïté la solution démocratique, menant la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Dénonçant une politique à 2 poids 2 mesures, les participants ont insisté dans le même sillage sur le respect des droits de l'homme, un respect qui doit être promu et exigé. L'Europe, la Cour européenne de justice a dit clairement qu'il y a une frontière entre le Maroc et le Sahara occidental et que l'Europe, lorsqu'elle passe des accords avec le Maroc, ne peut pas inclure le Sahara occidental. La même Cour a dit que le Front Polisario est le représentant du peuple sahraoui et que c'est le peuple sahraoui qui est le détenteur de ses ressources naturelles. Donc le droit international est 100% du côté de la cause sahraoui. Aujourd'hui, il faut que ce droit soit traduit en politique et qu'on puisse aboutir à la solution finale qui est l'autodétermination pour l'indépendance du peuple sahraoui. Dans les prochains mois à venir, une réelle dynamique de solidarité internationale est d'ores et déjà reprogrammée. Au cours de leur travail, les participants ont convenu des actions à mener en 2023 et les commissions de suivi de chacun des ateliers ont été renouvelées. Prochaine étape, Alger. La conférence a convenu d'appuyer et de renforcer le réseau parlementaire international de soutien au Sahara occidental et d'organiser la prochaine réunion en Algérie en considération de son soutien permanent aux droits du peuple sahraoui, à l'autodétermination et à la protection des réfugiés. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on passe à cette deuxième thématique qui est le COCO, la conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui. Nous accueillons sur ce plateau M. Saïd Ayachi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci d'être ce soir sur ce plateau. Nous avons également par téléphone M. Pierre Galland, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le président de la coordination européenne des comités de soutien au peuple sahraoui. Merci d'être avec nous, Monsieur Galland, et d'avoir attendu pour participer avec nous sur ce plateau. Oui, je vous en prie. Nous avons également Monsieur Kantil Bala, représentant du Front Polisario, chargé de mission à la délégation sahraoui pour l'Europe. Vous êtes avec nous par Skype depuis l'Espagne. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Kantil. Merci à vous. Merci.
Alors, cette première question, cette conférence, finalement, je le disais tout à l'heure, permettra de réitérer la volonté des Sahraouis d'exercer leur droit à l'autodétermination pour l'indépendance du Sahara occidental et non pas pour l'autonomie, Monsieur Layachi. Il était important de le préciser. Pardon, vous dites ? Aujourd'hui, la conférence a servi à rappeler la volonté du peuple sahraoui d'aller à l'indépendance et non pas à l'autonomie comme proposé par le Maroc. Ah, je préfère oui. Bien sûr, c'est proposé par le Maroc, c'est proposé d'ailleurs de façon tout à fait inacceptable. Mais les Sahraouis se battent pour leurs droits, c'est-à-dire le droit à disposer d'eux-mêmes. La fameuse résolution 1514 des Nations Unies qui permet à tout peuple colonisé de choisir librement son destin. Par conséquent, ce droit qui leur est reconnu, qui est imprescriptible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir là-dessus, il faudra qu'il soit mis en application, d'autant plus que toutes les résolutions du Conseil de sécurité reconnaissent aux Sahraouis ce droit, sauf que, à côté de cela, il y a, peut-être qu'on en parlera pendant l'émission, il y a 1001 manœuvres pour que les Sahraouis attendent l'organisation de ce référendum depuis maintenant exactement 31 années. 31 années. Et par conséquent, oui, la 46e ECOCO, du fait que ce référendum n'est pas organisé, du fait que le Maroc ne veut pas aller aux négociations, parce que les négociations vont discuter principalement de la date du référendum, et donc le Maroc ne veut pas aller à ces négociations, et donc nous disons un référendum pour l'indépendance. Puisque il y a les blocages derrière. Il y a le blocage, comme vous dites. Alors, oui. Alors, Monsieur Galland, justement, 46e conférence de l'ECOCO, 46 ans de lutte, 46 ans de soutien à cette cause. L'organisation de cette conférence à Berlin est une façon de porter le message de solidarité dans les capitales européennes. Monsieur Galland ? Nous avons perdu Monsieur Galland. On va passer à Monsieur El-Khanti. Je vous pose la même question. Il était important, ou quelle était l'importance plutôt de l'organiser à Berlin, au Bundestag, au Parlement allemand aujourd'hui? C'est cette solidarité de porter le message, donc comme je le disais, au niveau des pays européens. D'abord, la solidarité, c'est la tendresse des peuples, c'est quelque chose d'extrêmement important et même vital pour tout peuple qui lutte et qui résiste face à l'occupation étrangère et militaire. Et la symbolique de l'Allemagne est assez intéressante parce que l'Allemagne est un pays très important en Europe et particulièrement au Bundestag où, en effet, les Sahraouis, avec leurs amis allemands, mais aussi belges, français, algériens, mexicains et sud-africains. En fait, le COCO est un ensemble de personnes, d'institutions et de pays qui sont venus dire en Allemagne que l'indépendance du Sahara occidental est un droit et devrait être inéluctable et donc voilà, l'Allemagne de ce point de vue-là est un lieu extrêmement important. Alors on a Monsieur Galland au bout du fil. Monsieur Galland, je vous repose la question. Finalement, l'organisation de cette 46e ECOCO, conférence de l'ECOCO à Berlin, était importante de l'organiser au niveau du Bundestag allemand? Extrêmement importante, madame. Parce que l'Allemagne occupe aujourd'hui une place de plus en plus centrale au sein de l'Europe et que sa voix est de plus en plus déterminante sur une série de positions qui sont prises en Europe aujourd'hui. Mais en même temps, c'était pour nous l'occasion, pour la première fois depuis longtemps, de faire en sorte que la voix sahraoui puisse être entendue au sein du Bundestag, carrément, que la voix du peuple sahraoui soit entendue à Berlin, dans une population qui jusqu'à présent n'avait pas beaucoup d'attention sur cette question du Sahara occidental. Donc c'est un grand succès parce que nous pensions que nous serions une petite centaine, nous étions 220. Et c'est important de le dire qu'on peut sortir de l'Espagne où on sait que le peuple adhère à la cause sahraoui. Mais dans les autres pays d'Europe, c'est toujours un pari.
eh bien, c'est un pari gagné de se retrouver à 220 personnes, militants de la cause, mais aussi syndicalistes, professeurs d'université, parlementaires, de se retrouver et de pouvoir préparer un programme pour soutenir cette cause durant l'année 2023. C'est extrêmement important. Il y a aussi quelque chose d'important qui s'est produit à Berlin, si vous m'entendez. Oui. C'est que, eh bien, la cause sahraoui, représentée par le Front Polisario, était représentée cette année par des jeunes femmes, des jeunes hommes, et ce qui témoigne d'une dynamique à l'intérieur du Front Polisario qui m'a vraiment, je vous le dis franchement, époustouflé. J'ai été admiratif de voir cela. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, cela veut dire que la cause sahraoui gagne du terrain, puisqu'on parle d'une importante participation, 200 personnes, 200 organisations parlementaires. Aujourd'hui, est-ce que la cause sahraoui a gagné du terrain et a réussi à toucher même les jeunes, comme le précise M. Galland? Il n'y a aucun doute là possible. Laissez-moi quand même préciser une chose, ce n'est pas la 46e Okoko qui s'est passée au Bundestag, hein. C'est la réunion des parlementaires qui s'est passée au Bundestag. Oui. La réunion elle-même s'est passée dans la salle des syndicats mutualistes allemands, avec un très joli nom historique, Rosa Luxembourg. Oui, bien sûr que cette Okoko a vu la participation de beaucoup de jeunes et c'est rassurant d'ailleurs pour la suite, non seulement pour la cause sahraoui, mais pour tous les mouvements dynamiques au niveau de la société, puisque les jeunes sont appelés à prendre la relève et à défendre, j'allais dire, des idées, des principes qu'ils ont fait leur. Je voudrais souligner que justement, puisqu'on parle du Bundestag, que outre le slogan que vous avez, avec lequel vous avez commencé l'émission, l'autodétermination pour l'indépendance, il y a aussi justement cette dimension parlementaire qui est très importante. Depuis beaucoup de temps, nous avons compris, en essayant de décrypter la stratégie marocaine, que l'accent des parlementaires est d'une importance vitale pour la cause. Je ne parle pas pour l'Algérie qui très était présente par ces deux chambres au niveau de la région. Bien sûr, une très forte délégation parlementaire des deux chambres. Mais je ne parle pas de l'Algérie parce que, j'allais dire, chez nous, la chose est entendue. Le président de la République, le gouvernement, le Parlement, le peuple, les syndicats, les partis politiques sont tous pour le Sahara occidental. La question est autre en Europe où il y a, j'allais dire, des clivages, il y a, j'allais dire, une participation ou un militantisme inégal. Et c'est pour cela que les parlementaires, et à l'initiative d'ailleurs des parlementaires algériens en 2017, mais très vite, j'allais dire, rejoints par tous les parlementaires, entre autres européens, nous avons proposé donc le réseau interparlementaire pour le Sahara occidental, le RIPSO. Cela peut être un moyen de pression supplémentaire sur les gouvernants? Puis justement, c'est tout l'intérêt de la participation, de la dimension parlementaire dans le mouvement de solidarité, parce que, vous savez, un parlementaire se trouve entre le peuple qui représente et l'exécutif qui l'accompagne. Et par conséquent, il n'y a pas de meilleur messager de la volonté populaire que le parlementaire. Et c'est ainsi que donc nous avons ce projet de réunir à Alger l'année prochaine les parlementaires du monde entier, qui sont bien sûr pour la cause sahraoui. Et bien entendu, cela va être très important pour la cause sahraoui, dans la mesure où les parlementaires, comme vous venez de le dire, ont cette possibilité de faire pression sur le gouvernement. En tout cas, ils sont de merveilleux ambassadeurs de la cause sahraoui par la sensibilisation et la mobilisation qu'ils peuvent provoquer. Je vais rester sur cette dernière idée justement pour revenir à M. El Khanté. Est-ce qu'aujourd'hui, pour rester sur l'importance de cette interconnexion parlementaire, il est important à chaque fois de le marteler, il s'agit également de renforcer l'aspect communicatif dans le but de briser aussi le blocage informationnel et médiatique sur le conflit du Sahara occidental? Les parlementaires, comme il a été souligné tout à l'heure, peuvent être d'une efficacité extraordinaire, d'autant plus qu'ils peuvent accéder à des lieux et à des forums à laquelle
ne peut pas accéder à la diplomatie officielle des États amis. Et de ce fait, il est extrêmement important de renforcer, de consolider ce réseau interparlementaire qui a déjà été un peu quelque part handicapé par la crise du Covid durant les 2 années passées, mais je suis très ravi et très content que sa prochaine réunion se tiendra à Alger, qui lui donnera certainement la force qu'il faut pour pouvoir engager des actions pour faire connaître la cause sahraoui dans un certain nombre de forums. Et donc la visibilité de la cause sahraoui est extrêmement importante pour la lutte du peuple sahraoui. Il s'agit de faire voler en éclats toute cette stratégie du Maroc qui consiste à dire circuler, il n'y a rien à voir, ou celle du fait accompli du j'y suis, j'y reste. Et le langage des Sahraouis, du peuple sahraoui, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il s'agit d'un colonialisme de type classique, abject, que l'humanité croit avoir abandonné à tout jamais et qu'il faut s'en débarrasser au Sahara occidental. Alors pour revenir sur ce soutien et cette détermination, Monsieur Galland, il y a eu aussi dans cette édition, elle a été marquée par une participation importante de pays nordiques. Et en plus des jumelages qu'il y a eu entre les villes sahraouies et les villes européennes, ça renforce également le soutien à cette cause sahraoui. Monsieur Galland ? Oui. Oui, allô ? Donc en Europe, il est clair qu'il faut élargir sans cesse le mouvement et remonter vers le nord. Vous savez, quand vous êtes en Italie, on peut parler du Sahara, c'est proche de la Méditerranée, donc quand vous êtes en Espagne aussi, au Portugal aussi, mais quand vous êtes dans les pays nordiques, c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, pour nous, il est important d'avoir cet appui des pays du nord de l'Europe, mais aussi petit à petit des pays de l'Est de l'Europe. Et donc, cette conférence, en étant à Berlin et en se situant déjà plus au nord que lorsque l'on tient des conférences en Espagne ou en Italie, eh bien, c'est déjà un effort et c'était assez remarquable de voir que des parlementaires du nord de l'Europe étaient présents, que des associations et des syndicats du nord de l'Europe étaient présents, et c'est un bon signe, si vous voulez. D'autant que ça s'est passé, et je tiens à le souligner aussi, que cette conférence s'est passée dans une très bonne entente, dans une très grande volonté d'affirmer une solidarité qui soit claire. C'est pour ça que le thème de la conférence, qui avait été choisi expressément de dire « nous sommes pour l'autodétermination, pour l'indépendance », c'est pour gommer cet aspect des Marocains qui veulent à tout prix faire accepter en Europe le processus de l'autonomie. Et nous avons dit l'autonomie, mais c'est pas difficile, l'autonomie, toutes les puissances coloniales ont utilisé cette espèce de pis-aller pour éviter de l'indépendance. Et donc l'autonomie, c'est une politique d'annexion généralement. Donc nous sommes vraiment résolus à nous battre aux côtés du peuple sahraoui pour faire comprendre qu'il n'y a pas de choix. Le vrai choix, c'est celui de l'indépendance parce que c'est celui qui correspond à l'aspiration de ce peuple et qui est conforme à l'ensemble de la légalité internationale tel que ça a été dit et par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et par la Cour européenne de justice. Alors maintenant, notre message, nous voulons le porter ensemble vers M. Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, qui doit comprendre qu'il faut sortir de l'attentisme, sortir d'une situation dans laquelle finalement l'ONU ne remplit pas sa mission et trahit le peuple sahraoui quelque part. Elle le trahit puisqu'elle n'a pas mis en œuvre la mission des Nations Unies qui devait réaliser un référendum qui a été refusé par le Maroc. Et donc nous en sommes là, voyez-vous, et nous sommes sortis de cette conférence extrêmement enthousiastes à faire en sorte que cette voix légitime du peuple sahraoui, le Front Polisario, soit entendue partout en Europe, mais aussi dans les enceintes, à l'ONU, à Genève pour les droits de l'homme et à New York pour tout ce qui est le droit à la décolonisation qui est reconnu au peuple sahraoui. Merci. Donc finalement, c'était l'occasion de rappeler les exigences fondamentales du droit international en faveur de ce peuple en lutte pour l'indépendance et de mettre l'ONU face à ses responsabilités. Oui, bien entendu. Oui, monsieur Galland. Oui, c'était vraiment c'était un de nos objectifs essentiels. Nous sommes allés, avant cette conférence, nous étions à New York, à la 4e commission des Nations Unies. À cette 4e commission des Nations Unies, cette année, il y avait une délégation
délégation extrêmement importante de pays et de représentants des pays européens qui se sont rendus à cette commission, qui ont en même temps contacté les missions des Nations Unies qui siègent au Conseil de sécurité pour faire entendre cette voix du peuple sahraoui, pas seulement parce que c'est la voix la plus légitime, mais aussi parce que c'est l'ensemble de l'édifice onusien qui est fragilisé par le fait qu'on ne rend pas justice au peuple sahraoui. Merci à M. Galland. Je vous donne la parole, M. Saïd Ayachi, sur cette question. Donc finalement, l'ONU doit assumer son échec et sa responsabilité face à cette situation. Bien sûr, ne serait-ce que d'abord, rappelons-le, le cessez-le-feu a été signé sous les auspices de l'ONU et les Sahraouis n'ont accepté de signer le cessez-le-feu qu'à la condition qu'on leur organise un référendum de détermination. La preuve en est la mise en place de la MINURSO. Mais ce qui est important dans toute cette histoire, c'est que l'ONU maintenant devient un problème dans la recherche de la résolution du conflit du Sahara occidental. Dans la mesure où le Conseil de sécurité émet des résolutions qui ne sont pas appliquées sur le terrain et les envoyés personnels du secrétaire général de l'ONU sont empêchés par le Maroc, très ouvertement, de faire leur travail. Tout simplement, tout cela rentre dans une stratégie globale. Au Conseil de sécurité, il y a un membre permanent, en l'occurrence la France, qui protège le Maroc et qui maintenant, depuis 2 ans, est à la base de résolutions tout à fait inadmissibles parce qu'elles sont très déséquilibrées et tendancieuses. Et de l'autre côté, il y a donc ces manœuvres dilatoires, cette impunité dont jouit le Maroc. Il viole les droits de l'homme dans les territoires occupés, il spolie les ressources naturelles des Sahraouis, il empêche les envoyés personnels de travailler et en plus il a des postures de défi vis-à-vis de la communauté internationale et il n'est pas rappelé à l'ordre du tout. Donc l'ONU maintenant, c'est à elle. A du mal elle-même à faire appliquer le droit international. L'ONU, c'est même, le Maroc s'est même permis de démanteler la MINURSO qui est une structure des Nations Unies, donc de la communauté internationale. Donc cette arrogance, cette insolence, cet entêtement, ce défi vis-à-vis de la communauté internationale, on ne peut l'expliquer que par une protection qui est tout à fait inadmissible, intolérable de la part de la France et peut-être d'autres pays, je n'en sais rien. On parlait tout à l'heure de l'Afrique. Vous avez parlé tout à l'heure de la communication. C'est le 3e axe de travail qui a été important dans la 46e ICOCO. Maintenant, le mouvement a décidé d'une communication agressive, d'une communication qui doit déconstruire la stratégie marocaine qui, vous le savez, le Maroc, c'est très simple. Le Maroc ne veut pas du référendum. Le Maroc, donc, essaie de faire banaliser sa présence, qu'un plan d'annexion, sa présence au Sahara occidental et par conséquent après il recherche la reconnaissance de sa souveraineté ou tout au moins pour dire bon le Maroc il y est, on peut le laisser. Et donc cela il faut qu'on le dénonce par une communication agressive dans tous les espaces politiques, sociaux, historiques, communicationnels, n'importe lesquels. Être plus présent. Il faudra absolument que les discours mensongers, pleins d'amalgames, fake news, de désinformation soient contrés par une riposte vigoureuse du mouvement de solidarité internationale. Alors, Monsieur le Conté, on le dit depuis tout à l'heure sur les objectifs de cette conférence, donc élargir le mouvement de solidarité en Europe avec la côte sahraoui, mais il a été aussi question d'établir un plan d'action et de suivi pour l'année 2023, notamment renforcer le volet communicatif. Sur quoi ont porté également les objectifs et les recommandations? Tout à fait. Je crois savoir que bientôt d'ailleurs la Task Force aura une réunion pour voir comment mettre en place toutes les décisions qui ont été prises durant le COCO. Il faut savoir que dans un élan formidable et un grand enthousiasme, plusieurs ateliers ont penché sur des thématiques aussi importantes que la construction de l'État sahraoui, la situation des droits de l'homme, la situation dans les territoires occupés, etc., etc. Et nombre de décisions ont été prises, plus d'ailleurs le réseau RIPSO. Et tout cela va dans le sens de épauler le peuple sahraoui, l'accompagner dans sa lutte, lequel peuple d'ailleurs ne conçoit sa lutte que multiforme et multidimensionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la lutte armée ô combien légitime, mais également la mobilisation à l'intérieur des camps de réfugiés
de larges franges de la population, telles que les femmes, les jeunes, les combattants, etc., aller aux souches les plus profondes de la société sahraoui. Et pareillement, le même travail en profondeur se fait dans les territoires occupés à travers la mobilisation générale sur des questions des droits de l'homme, sur des questions liées à la spoliation des terres des Sahraouis par la force d'occupants, de telle sorte à ce que la mobilisation soit générale et que le soulèvement soit en permanence populaire et la cause sahraoui soit dans les profondeurs de chaque âme et de chaque être sahraoui. Et c'est la meilleure des façons pour vaincre l'occupation marocaine, une victoire d'ailleurs inéluctable. Alors, Monsieur Galland, aujourd'hui, on parle du plan d'action pour l'année 2023, surtout sachant qu'il y a un nouvel arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne sur le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental. Cela aidera à fixer l'agenda politique, diplomatique et de solidarité envers le peuple sahraoui. L'Europe a passé un accord de partenariat avec le Maroc qu'elle fait avec les différents pays du pourtour méditerranéen, mais que dans ce cas-ci, elle a inclus le Sahara occidental. Et ce que nous attendons de l'arrêt de la Cour, eh bien, c'est qu'il précise clairement ce qu'il a déjà dit 3 fois. La Cour a déjà dit 3 fois que le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc et que l'on ne peut donc pas inclure le Maroc dans les accords d'association du Maroc avec l'Europe. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ce sera un tremblement de terre pour l'Europe. C'est la première fois qu'un accord d'association va être déconstruit par le fait du droit. Et pour nous, c'est essentiel dans la mesure où nous pensons que si l'on veut permettre au peuple sahraoui de pouvoir réaliser son projet de construire cet État du Sahara occidental, mais il faut qu'ils puissent rentrer chez eux, il faut qu'ils puissent vivre libres chez eux, qu'ils aient accès à leurs matières premières. C'est la revendication du Front Polisario, et l'arrêt de la Cour européenne est clair à ce sujet-là. Il y a un peuple au Sahara occidental, et il y a un représentant de ce peuple, c'est le Front Polisario. Ça va modifier beaucoup de choses. Les représentants du Front, qui jusqu'à présent sont les représentants d'un mouvement de libération, vont devenir les représentants du peuple sahraoui et de ce pays qui s'appelle le Sahara occidental. Sur le plan diplomatique, ça va changer les choses. Sur le plan économique, ça va changer les choses. Et sur le plan politique, ça va également modifier beaucoup de choses. Donc, nous sommes vraiment dans l'attente de ce qui est simplement va être une confirmation de ce que la Cour a déjà dit en 2021. Et ici, comme il y a eu recours de l'Europe, eh bien, ce recours est actuellement examiné et il va finir par y avoir un jugement, un arrêt, et nous ne voyons pas comment la Cour pourrait changer d'avis tout d'un coup, alors qu'elle le dit déjà depuis 2016, qu'elle l'a répété en 2018, qu'elle l'a dit en 2021. Eh bien, nous savons qu'elle va être cohérente avec elle-même, ou alors il n'y a plus de justice en Europe. Oui. Alors en attendant le nouvel arrêt de la Cour de justice européenne sur le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental, le pillage ou la bataille juridique contre l'exploitation illégale des ressources naturelles ont été également l'objet de cette réunion, à cette conférence. La question est destinée à M. Laïachi. Oui, laissez-moi... La bataille juridique, oui. Laissez-moi rappeler quand même que il y a quand même des aspects, j'allais dire, traditionnels du mouvement de solidarité qui ont été abordés lors de la 46e COCO. Dans les territoires occupés, les violations des droits de l'homme, oui, c'est pas une chose nouvelle, mais on en a discuté. Oui. Les prisonniers politiques, bien entendu, la spoliation des ressources naturelles, qui est l'objet de votre question, et aussi la consolidation de l'État sahraoui. Donc, cela a été abordé dans les ateliers et les conclusions ont été données pour charpenter le plan d'action pour l'année 2023. Pour ce qui est de l'exploitation des ressources naturelles, bien entendu que maintenant cet arrêt qui fait aussi l'objet de manœuvres de la part de la Commission de l'Union européenne finira par venir, et il est certain que les juges européens ne vont pas se dédire, mais nous allons assister
probablement à un tournant dans ce qui est de l'aspect juridique du dossier sahraoui. Et puisqu'on parle de l'aspect juridique, permettez-moi de rappeler le plus beau texte juridique dont a bénéficié la cause sahraoui depuis la naissance du conflit. Je veux parler ici de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est un texte très clair, c'est un texte qui, j'allais dire, va au-delà du juridique, il va même dans le politique, mais j'allais dire de plein pied. Et je parle de ce texte parce que, d'abord, il est fondateur, mais je parle de ce texte parce que le problème réel qui reste pour le Maroc, c'est l'Union africaine. L'Union africaine se réapproprie le dossier du conflit du Sahara occidental et je le rappelle, à l'initiative de l'Algérie, lorsque le président Tebboune a demandé la réunion du Conseil paix et sécurité en mars 2021 et il avait demandé de façon expresse à ce que ce soit des décisions effectives, concrètes, applicable sur le terrain de ce Conseil de sécurité et l'Union africaine ne tardera pas à aller vers l'application de ces décisions et le Maroc, j'allais dire, est coincé statutairement du fait qu'il a signé l'acte constitutif qui, lui, reconnaît aux Sahraouis, j'allais dire, la promotion de sa lutte pour l'indépendance. Et donc, aujourd'hui, sur le juridique, il y a le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne et c'est l'occasion de saluer la grande honnêteté intellectuelle et le courage qu'ont eu les juges européens à avoir énoncé un tel jugement en faveur de la liberté et de la justice des peuples. Et de l'autre côté, il y a quand même cet arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui lui est un texte magnifique, parce qu'il est tout à fait en adéquation avec l'ADN anticolonialiste de l'Afrique. Monsieur Le Khanté, est-ce que les prochains arrêts de la Cour de justice européenne jouera un rôle décisif sur le conflit du Sahara occidental, puisqu'à ce moment-là, la neutralité des pays ne sera plus de mise, on sera face à une occupation reconnue? Nous sommes face à une occupation reconnue. Non, pour les pays européens, oui. Suite à la décision des prochains arrêts de la Cour de justice européenne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les pays européens ne pourront plus jouer la carte de la neutralité. Eh bien, tout à fait. Cette architecture juridique se construise, se consolide et l'arrêt de la CGUE prochain consolidera effectivement cette construction juridique autour et pour la cause sahraoui. Le premier texte qui était un avis juridique de la CIJ, Cour internationale de justice de la Haye, renforce bel et bien le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Par la suite, l'avis juridique de Hans Corell également, et M. Ayashi rappelle le magnifique texte de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Maintenant, tout le sens de la lutte du peuple sahraoui et de ses amis, c'est de rendre ce droit applicable, concret et sur le terrain. C'est l'action du peuple sahraoui, notamment en s'attaquant aux pilleurs des ressources sahraouis, en s'attaquant aux entreprises et aux institutions qui enfreindront le droit international. Et donc, le terrain du droit est un terrain extraordinaire pour en finir avec l'occupation coloniale marocaine. Monsieur Galland, pour revenir à cette neutralité dont je parlais à l'instant, qui ne sera plus de mise si la Cour de justice européenne poursuit l'interdiction du pillage des ressources naturelles en reconnaissant que le Sahara occidental est occupé, ça a de l'importance au niveau européen, puisqu'on sait qu'il y a deux tendances, ceux qui sont pour le droit international et ceux qui sont un peu pour le statu quo et donc implicitement pour l'occupation, reconnaissent l'occupation, soutiennent plutôt l'occupation du Sahara occidental. Et en particulier l'ancienne puissance qu'est l'Espagne, qui, de manière vraiment honteuse, manque à tous ses devoirs, puisqu'elle était obligée par les résolutions des Nations Unies de procéder à la décolonisation du Sahara occidental depuis 1963, et qu'elle ne l'a pas fait, et qu'enfin, elle a simplement, avec des accords interne avec le Maroc et avec la Mauritanie, elle a simplement remis le territoire entre les mains de puissances étrangères.
Donc l'occupation, elle est déjà une question qui est reconnue. Le Sahara occidental à l'ONU est juridiquement un territoire non autonome. C'est un territoire non autonome, et ce que la Cour dit aujourd'hui, c'est qu'il y a un peuple sur ce territoire, et que ce peuple a un représentant qui est le Front Polisario, et qu'il est interdit de spolier ce peuple de ses ressources naturelles. C'est quand même très clair. Donc l'occupation n'est pas quelque chose que tout d'un coup va être condamné. L'occupation est déjà condamnée. Elle est déjà juridiquement inacceptable. Et c'est là que l'ONU pourrait et devrait faire et mettre en place une force d'interposition pour amener l'occupant à se retirer de la partie qu'il occupe aujourd'hui. Alors où se situe l'Allemagne dans... Oui, Monsieur Galland, on n'avait pas terminé? Non, c'est simplement de dire, tout ça, nous devons aujourd'hui le porter. Les conférences que nous organisons, la 46e ECOCO, c'est pour recadrer chaque fois où se trouve l'enjeu actuellement du Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est une question de décolonisation, on l'a déjà dit. Ne pas procéder à la décolonisation, c'est violer un ensemble de droits et de juridictions. Et les pays, comme vous dites, qui font semblant de dire oui, mais après autant de temps, le Maroc fait une proposition d'autonomie, c'est quand même un acte déjà très courageux de sa part de faire de proposition d'autonomie. Mais il fait cette proposition d'autonomie à qui? Il le met sur du papier, il envoie ça à l'ONU, alors que tout peuple, par la résolution 1514 des Nations Unies, a le droit inaliénable à être consulté. Donc, il devait y avoir une consultation du peuple sahraoui. Or, c'est ça que le Maroc ne veut pas. Il cherche à contourner. Et il essaie de trouver en Europe des alliés pour contourner ce qui est le droit inaliénable du peuple sahraoui. Et nous, ce que nous avons comme responsabilité, comme militants en Europe, c'est de faire comprendre à nos États qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas la solution de l'autonomie proposée par le Maroc. Non, il y a le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Et il l'a déjà dit, puisque aujourd'hui la République arabe sahraouie démocratique a été proclamée par le peuple sahraoui et est reconnue par l'Organisation de l'Unité africaine. Enfin, aujourd'hui, par l'Unité africaine. L'Union africaine est claire là-dessus. Donc, faire en sorte que la légalité internationale soit toujours la position consensuelle au sein de l'Union européenne, c'est l'objectif, si on comprend bien ce que vous dites aujourd'hui. Où se situe l'Allemagne dans tout cela, puisqu'on dit qu'elle joue un rôle décisif? Il y a beaucoup de désinformation aussi derrière sa position. C'est très bien, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que sur le plan du droit, le dossier sahraoui était déjà scellé dès le départ, puisque territoire non autonome inscrit sur les tablettes de l'ONU comme tel, et de l'autre côté la résolution 1514 qui dit tout peuple colonisé a droit à l'autodétermination. C'était entendu depuis longtemps. C'est l'application du droit qui pose problème. Et l'application du droit, moi je suis de ceux qui pensent que ce qui se passe en Ukraine va faire bouger les lignes demain. Il va mettre ou à ce moment-là démasquer la politique des 2 poids 2 mesures, le double standard, ou alors il faudra qu'on applique les mêmes critères qu'on applique aux Ukrainiens, aux Sahraouis, aux Palestiniens. Une vie ukrainienne ne vaut pas mieux qu'une vie sahraoui ou une vie palestinienne. Et la démocratie est bonne aussi bien pour les Ukrainiens que pour les Sahraouis ou pour les Palestiniens. Ouais. Et par conséquent, les Européens maintenant, d'autant plus que cette guerre se déroule chez eux, et l'Allemagne est, j'allais dire, presque au bon milieu de ce continent où se déroule la guerre en Ukraine, et par conséquent, et l'Allemagne et les autres pays européens se doivent maintenant d'avoir une position conforme à la morale dont ils le sont à longueur d'année, conforme au droit international qu'ils revendiquent à longueur d'antenne sur beaucoup de chaînes d'information, et on voudrait bien que ce qu'ils veulent que ce soit appliqué à l'Ukraine, soit appliqué au Sahara occidental, soit appliqué en Palestine, et que les dénonciations ne seront pas seulement, j'allais dire, dans une seule direction, mais qu'elles puissent aussi concerner le Makhzen et le pouvoir marocain, ainsi que l'entité sioniste. Merci, on arrive à la fin de cette émission. Je vais vous donner la parole pour conclure, M. El Khanti et M. Galland. Alors finalement, M. El Khanti, quel a été le message du Front Polisario à cette rencontre ?
On le dit depuis tout à l'heure, arriver à cette indépendance, mais quel a été le message porté à cette 46e COCO? Le Front Polisario a participé, a contribué à la réussite de l'OCOCO parce qu'il est convaincu depuis toujours que sa lutte doit être accompagnée par un élan de solidarité internationale, chose qui a été réussie magnifiquement au travers des années par l'OCOCO. Et donc, nous soutenons fortement toute initiative qui porte la voix du peuple sahraoui dans le monde et fait prévaloir sa cause. Quelle sera la prochaine étape? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreuses décisions qui ont été prises durant cette COCO. La prochaine réunion à Alger, par exemple, confortera le réseau RIPSO. La prochaine COCO à Saragosse définira de nouveaux objectifs à atteindre. Et sans doute, toutes ces actions mèneront à une meilleure connaissance et pour la cause sahraoui et une forte pression sur l'occupant marocain. Monsieur Galland, le mot de fin vous revient. Finalement, sur quelles recommandations a abouti cette 46e conférence? De clarifier deux choses. Oui. Un, c'est que le thème de la conférence lui-même était autodétermination pour l'indépendance. Qu'il n'y ait pas de confusion dans l'opinion, qu'il n'y ait pas de confusion quand nous sommes devant nos parlements. C'est bien pour l'indépendance aujourd'hui que le peuple sahraoui se bat, et c'est pour cette indépendance que nous serons à ses côtés. Et nous voulons clarifier ce débat et mener, à partir de là, de mener des actions beaucoup plus fermes vis-à-vis avec des groupes interparlementaires qui existent dans le Parlement européen, au sein de nos parlements respectifs en Europe, de mener une stratégie qui est de dire on veut clarifier le débat. Ce débat, c'est autodétermination pour l'indépendance de ce peuple, parce que c'est la seule façon de respecter toute la construction du droit international qui permet la coexistence entre les peuples. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci Monsieur Layachi d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur cette 46e conférence de l'OCOCO. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. On se retrouve très bientôt. Au revoir.